Nous souhaitons apporter une logique de sécurisation de parcours au bac pro qui arrive aujourd'hui en échec à l'université pour leur permettre d'avoir une sécurisation de leur parcours dans des filières qui sont plus à même d'être proches de ce qu'ils ont fait au niveau bac professionnel. Un dernier point, sur le volet de la formation professionnelle, la logique évaluative dont vous parlez et de qualification et qualitative, a été inscrite en tant qu'axe prioritaire de notre programme 2010-2015. Et comme M. Guézello vous le disait, si nous n'avions pas eu les élections en fin 2015, nous aurions pu présenter ce bilan évaluatif et nous le présenterons. D'ailleurs, le Césaire nous l'a demandé et ils seront présents le 3 mars à nos côtés pour avoir le bilan évaluatif et les perspectives qui vont nous permettre d'écrire notre prochain CPRDFOP. Je sais que les anachroniques sont très compliqués, mais le nouveau contrat de plan régional qui intégrera le volet de l'orientation qui est une compétence complémentaire de la région. Merci. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Bertrand Gondin. Monsieur Olivier Rivière, qui demande la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Moi, je voulais apporter quelques éléments de réponse, notamment sur le plan d'aide aux communes, qui d'ailleurs seront sensiblement les mêmes que ceux qui ont été apportés à Monsieur Bédier lors de la commission sectorielle qui nous a réunis la semaine dernière. Alors, Monsieur Bédier nous a fait la lecture pendant cette commission d'articles de loi, de règlements, dont il nous a fait l'économie ce matin, et je tenais à le remercier, qui empêcherait, selon lui, la mise en place du plan d'aide aux communes deuxième génération, dont les contours d'ailleurs ne sont pas encore clairement établis. Donc je m'interroge en tout cas sur le procès d'intention qui est fait, que ce soit en commission sectorielle ou ce matin en assemblée plénière. Il est bien évident, et je tenais une nouvelle fois à le rassurer et rassurer également nos collègues ici présents, que les contours du nouveau plan d'aide aux communes seront définis dans le strict respect de la loi, cela va de soi. J'invite bien évidemment M. Bédier une nouvelle fois à aller jusqu'au bout de la lecture des lois qu'il a citées ce matin, que ce soit la loi MAPTAM ou la loi NOTRe, qui font véritablement la part belle à la culture de la coopération et de la concertation, par le biais notamment de conventionnement. Donc rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'il y ait ce type de conventionnement entre le département, région, notamment dans le cadre de la conférence territoriale des politiques publiques. Moi, je voulais apporter des précisions également sur le plan d'aide aux communes, parce que dans le plan d'aide aux communes, il y a aide aux communes, et par voie de conséquence, à l'ensemble des Réunionnais. S'il y a bien, Monsieur le Président, chers collègues, un dispositif qui ne peut pas et ne doit pas faire l'objet d'un débat politicien, c'est bien celui-là. Chaque euro octroyé par la région aux communes génère 2 € d'investissement au profit donc de nos entreprises et des Réunionnais. Je voudrais également répondre aux inquiétudes de Mme Bello, mais avant cela, permettez-moi, Mme Bello, de vous dire que votre discours est bien pessimiste. On dit souvent que le discours reflète la personnalité. J'espère en tout cas que ce n'est pas le cas en ce qui vous concerne. Sachez en tout cas que l'aménagement, au sens large, sera intégré au plan d'aide aux communes, y compris les zones d'activité économique. Sauf si, bien sûr, le cabinet juridique Bédier nous indique le contraire. Enfin, je terminerai, Monsieur le Président, chers collègues, par une question. Madame Bello, vous avez parlé de transport collectif, et j'ai envie de vous poser une question. Je partage effectivement votre souhait d'aller encore plus loin dans le domaine, d'où ma question. Le moyen de locomotion que vous avez utilisé ce matin répond-il à l'option que vous avez évoquée ou à l'urgence? Très bien, merci beaucoup, Monsieur Rivière, de cette intervention. Madame Faouzia Vitry, s'il vous plaît. Bonjour. Ma collègue Madame Morin a déjà répondu à la question, mais je ne peux pas m'empêcher d'intervenir parce que les propos qui ont été tenus tout à l'heure par rapport au 20 décembre m'interpellent et m'inquiètent. Il y a quelques jours, mon fils de 6 ans, en regardant un reportage sur l'esclavage, m'a posé la question. « Maman, ton grand-père n'était pas esclave puisque tu n'es pas noir, tu es marron. » Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Puisqu'il faut impérativement, selon vous, dissocier métissage et esclavage, quelle réponse j'aurais dû donner à mon fils? Pour moi, ces deux choses ne sont pas indissociables. Je me reconnais en vous, ma chère Patricia. Je suis Sakalave, je suis africaine.
je suis africaine, je suis chirazienne. J'ai tout ce métissage en moi. Nous sommes dans cette salle, tous, la richesse du peuplement de la Réunion. Et on ne peut pas dire absolument qu'il faille dissocier l'esclavage et le métissage. Au contraire, cela va le rajouter. C'est une continuité sur notre histoire. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Madame Profil. Merci beaucoup, Madame Mitry. Monsieur David Lorion. Okay. Monsieur David Lorion qui vous donne la parole. C'est vrai? Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je vais éviter les polémiques stériles politiciennes et les postures politiques qui se manifestent évidemment à chaque début de mandat, qui est bien compréhensible si on veut se faire remarquer évidemment par les médias. Je vais juste vous donner quelques informations concernant simplement les lycées à La Réunion et la politique éducative que l'on compte mettre en place. La première chose, c'est qu'on a un patrimoine de 44 lycées à La Réunion, de 44 lycées publics à La Réunion, et on est 43 000 élèves. Nous sommes, évidemment, ils sont dans ces lycées 43 000 élèves, donc une moyenne inférieure à 1000 étudiants par lycée, ce qui est supérieur à la moyenne nationale, mais ce qui n'est pas incompatible avec le volume d'étudiants et d'élèves pour lesquels ces lycées ont été construits. Et ils ont été construits, évidemment, sous des mandatures différentes, puisqu'ils ont été construits depuis 30 ans jusqu'à maintenant. Nous allons évoluer jusqu'en 2022 avec 3000 étudiants supplémentaires, 3000 élèves supplémentaires, et nous allons construire donc 3 lycées supplémentaires jusqu'en 2022 qui sont déjà programmés. Il y en a un qui est le lycée Bois-de-Neuf qui est programmé puisqu'il est en construction pour 37 millions d'euros. C'est un lycée dont l'orientation est très clairement définie dans l'internationalisation notamment de ces étudiants à La Réunion, et il va être équipé notamment en tout ce qui concerne le numérique et le digital pour que les étudiants puissent suivre dans ce lycée plutôt qu'ailleurs ces études, notamment dans ces 2 domaines particuliers. Il y a un second lycée qui va être construit notamment dans le secteur ouest et très probablement sur le secteur de la commune du Port, à côté du lycée Le Pervenche, justement pour prendre en compte l'occupation peut-être un peu dense de ce lycée Le Pervenche, et pour déconcentrer ce lycée Le Pervenche et permettre en même temps qu'une réhabilitation du lycée Le Pervenche, la construction d'un nouveau lycée général, très certainement, avec une orientation qui va être très précise, notamment sur les métiers de la mer, en intégrant très probablement l'école maritime qui existe déjà. Et les discussions sont très fluides, notamment avec le maire du Port, pour que ce lycée puisse être construit sur ce terrain qui est un terrain déjà acquis par la région, donc qui est un terrain régional. Il y a un 3e lycée qui est aujourd'hui fléché dans le sud, qui est un lycée sur les métiers de l'hôtellerie et du tourisme notamment, sur un terrain là aussi très fléché, et qui va accueillir notamment à terme tous les étudiants qui veulent évidemment faire une formation au niveau du bac et peut-être même des BTS au niveau de l'hôtellerie et du tourisme. Ces 3 lycées ayant pour vocation à répondre, non pas à faire joli, non pas à faire des discours, mais à répondre de manière très précise à l'évolution du nombre d'étudiants que l'on a entre 2015 et 2022. Voilà. À côté de ces 3 établissements scolaires, il y a un autre établissement qui est un nouvel équipement sportif, qui est à Saint-Denis notamment, qui va s'implanter à Champfleury et qui va compléter les équipements sportifs qui ne sont pas encore suffisants sur le secteur, mais aussi pour le lycée Lecomte de Lille, le lycée Rontonnet, le lycée Lélé-Geoffroy et le lycée Amiral Lacasse. C'est un gymnase notamment avec toutes les caractéristiques évidemment des gymnases modernes pour répondre aux besoins d'activité de l'ensemble de ces étudiants. Dans un deuxième temps, et en même temps, nous avons ces lycées, et vous le savez bien, qui datent d'une trentaine d'années. Tous ces lycées datent entre 20 et 30 ans. Et donc ils arrivent aujourd'hui, l'ensemble de ces lycées, à une phase où il faut les réhabiliter. Il faut les entretenir, mais avec des entretiens lourds. Et donc on est dans cette phase qui est très importante pour la collectivité régionale qui veut maintenir un patrimoine, qui est en même temps très important pour la qualité de vie, évidemment, dans nos lycées et pour nos étudiants. Et en même temps, nous avons souhaité
lorsqu'on va faire cet investissement, qui est un investissement de 400 millions d'euros sur l'ensemble des lycées, donc c'est un investissement important, en même temps améliorer plusieurs options, notamment des options d'accessibilité dans ces lycées, et c'est très difficile parfois, puisque ça n'a pas été prévu par la réglementation d'il y a 30 ans. Nous avons voulu aussi améliorer la qualité thermique, notamment dans ces lycées, et en même temps de prendre en compte, évidemment, tout ce qui était la baisse de la consommation d'énergie à chaque fois qu'on pouvait, évidemment, des travaux dans ces lycées. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moins de 24 lycées qui sont en travaux. Ce n'est pas les 2 lycées qui font l'actualité sur les médias et les réseaux sociaux. Ce sont 24 lycées qui sont en travaux aujourd'hui, à des échéances différentes, et plus d'une douzaine de lycées qui vont être mis en réhabilitation, en chantier, dans l'année qui vient, à partir de 2016 en 2017. Et tous ces chantiers, évidemment, au bénéfice des entreprises réunionnaises, au bénéfice, évidemment, des formations qui sont accompagnées par une étude, ce qu'on appelle une programmation des emplois qui vont être créés au sein de ces lycées, vont bénéficier non seulement aux étudiants qui vivent dans ces lycées, mais aussi à l'ensemble des entreprises réunionnaises par un ensemble de contrats, de conventions, qu'on appelle les contrats d'insertion, des contrats de chantier ou des chartes sociales, parce que nous avons besoin d'une commande publique qui est forte. Et celle des lycées est une commande publique qui est forte. Alors évidemment, sur la masse de ces lycées, vous allez pouvoir trouver, vous en délectez sûrement, un certain nombre de difficultés, de retards, d'accord, qui peuvent évidemment se passer comme dans n'importe quel chantier. Lorsque vous construisez une maison individuelle, vous avez aussi ces retards qui sont liés parfois à des entreprises, à des faillites, qui sont liés à des commandes qui n'arrivent pas, à des difficultés techniques, bien évidemment. Mais au lieu de voir évidemment l'arbre qui cache la forêt, il vaut mieux regarder la forêt quelquefois. Et nous avons à chaque fois des réponses sur les lycées sur lesquels il y a des travaux. Et nous visiterons, et j'irai moi personnellement dans les lycées qui sont en travaux, rencontrer le proviseur de manière à ce qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté qui se pose dans ces lycées, il y a une discussion très fluide entre l'administration, entre l'équipe de direction de ces lycées et la région pour que nous trouvions des solutions, non pas sur les réseaux sociaux, mais que nous trouvions des solutions avec, évidemment, les équipes techniques de la région, avec les élus qui siègent dans les conseils d'administration, pour que les élèves ne se sentent pas pris en otage entre les partis politiques. C'est le drame qu'ils vivent aujourd'hui, mais se sentent pris en considération par les élus. C'est le message qu'on doit leur faire passer, plutôt que leur faire apparaître comme des enjeux politiques à ces étudiants qui parfois n'ont pas 18 ans. Alors, sur le fait qu'il faille maintenant améliorer encore l'entretien dans ce lycée, il y aura très certainement un changement de technique, puisqu'on passe maintenant dans la gestion du patrimoine au sein de la région. On n'est plus seulement dans la construction, on va être dans la construction plus dans la gestion de patrimoine. Donc il faudra très certainement changer de manière d'intervenir dans ces lycées et d'intervenir de manière plus rapide, avec encore plus de réactivité qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. C'est un message clair, évidemment, que l'on peut avoir au sein de la région et à destination des proviseurs, de manière à ce que notre réactivité régionale soit bien supérieure encore à celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Concernant les études supérieures, et vous avez dit des choses très justes, que ce soit mon collègue Louis-Bertrand Gondin et que ce soit vous-même, nous avons une situation à La Réunion où effectivement nous avons des bacs pro, et nous avons beaucoup de bacs pro, et nous avons beaucoup de bacs technologiques. Et il n'y a pas de sécurisation effectivement de ces parcours pour les bacs pro et les bacs technologiques, et ils viennent en masse remplir les premières années de nos universités et créer une situation d'abord d'échec très souvent, et une situation de difficulté de gestion de cette cohorte, de ce volume d'étudiants qui est très important en première année. Il nous faut donc créer effectivement plus de diplômes qu'on appelle de niveau 3, ce qu'on appelle des bacs plus 2, plus des bachelors, de la licence, de manière à ce qu'on puisse garantir à ces étudiants de bac technologique et de bac professionnel qu'ils puissent intégrer des filières courtes et d'avoir des métiers de technicien et de technicien supérieur. Cette orientation, elle va être prise et elle va être l'une des principales orientations stratégiques du schéma d'orientation et de formation supérieure qu'on va mettre en place à la fin de l'année. Encore faut-il qu'on puisse travailler de manière très claire avec l'État, donc
donc avec le rectorat. Le recteur est tout à fait favorable, sauf qu'il me dit, en ce moment, je ne peux créer que 1 ou 2 BTS par an, alors qu'il nous en faudrait créer peut-être 3 ou 4 si on veut satisfaire évidemment à la demande des étudiants, et demander aux directeurs et aux proviseurs qu'au moins la moitié des étudiants qui rentrent en BTS puissent le faire et que ce quota soit garanti pour que les étudiants de techno, bac techno et bac pro puissent faire des études courtes et des études garanties dans ces BTS. En ce qui concerne les IUT, nous pouvons faire un effort supplémentaire. Nous avons un IUT qui est sous-dimensionné par rapport à ce qui existe dans les IUT. Évidemment, en métropole, nous n'avons que 4 IUT. Les IUT en métropole, c'est une dizaine d'IUT. Et donc, nous avons encore, évidemment, il y en a 2 qui sont en création, mais d'ici 2020, on peut espérer atteindre les 10 IUT de manière à, là aussi, offrir un avenir en bac plus 2, licence pro, qui est un avenir intéressant aux étudiants de technologie, aux étudiants de bac professionnel. Ce problème-là en particulier est un problème très important à La Réunion. Si on veut en même temps alléger les problématiques de l'université et en même temps garantir une sécurité pour que les étudiants, qui sont très majoritaires, technologiques et professionnels, puissent avoir un avenir et croire en cet avenir, notamment dans l'enseignement supérieur. Concernant les filières longues, il faut nécessairement garantir qu'à La Réunion, on puisse faire de manière très thématique, que ce soit dans l'informatique ou que ce soit dans la santé, un certain nombre de filières longues. Nous allons investir de manière très claire dans l'école d'ingénieurs, cette école d'ingénieurs de Lézirois sur lesquelles vous avez vu des articles très récemment dans la presse et qui va nous garantir sur l'ensemble de l'océan Indien la capacité de former des ingénieurs en lien avec des écoles nationales. Nous allons investir dans une faculté de médecine avec la capacité de cette faculté de médecine d'aller jusqu'à la première année, jusqu'à la troisième année, en lien avec le CHU et l'université. Ce sont des opérations qui sont déjà largement programmées, évidemment, dans nos orientations budgétaires et que j'ai la chance, moi, de devoir y travailler pour ce mandat. Et donc, je peux vous garantir que ces orientations sont très claires concernant l'éducation, concernant les lycées, concernant les investissements. Et donc, avec mon collègue Louis-Bertrand Gondin, qui travaille sur la formation professionnelle, nous allons essayer justement de donner un sens et d'expliquer aux Réunionnais qu'ils ont la chance d'être à La Réunion. C'est une île européenne, c'est une île française, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Ils ont la chance de bénéficier de tous les avantages sociaux que peuvent bénéficier les étudiants européens, de la mobilité que l'on peut mettre en place à La Réunion. C'est une chance. Maintenant, il faut aussi travailler et croire en la valeur travail, croire à ce que nous pouvons faire, évidemment, à La Réunion ensemble et ne pas se laisser bercer par des messages politiciens. Merci. Merci beaucoup, David Lorion. Bernard Picardo qui a demandé la parole, Thierry Robert. Je demanderai à ceux qui sont déjà intervenus de donner une pointe de synthèse à leur intervention. Bernard Picardo, je t'en prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je serai très court, Président, parce que c'est vrai qu'on est encore sur le premier point de l'ordre du jour. Juste mon intervention il y a eu quelques interventions, particulièrement sur la problématique qui s'est posée à Saint-Pierre sur le centre de formation CPOI. Je voudrais amener un niveau d'information pour l'ensemble des personnes qui sont présentes ce matin. Il est vrai que nous avons rencontré ce problème il y a déjà quelques mois, puisque vous savez qu'il y a eu dans ce bâtiment qui est assez neuf, puisque ça fait quelques années seulement qu'on a commencé à faire des formations sur le centre de professionnel de l'océan Indien. Et donc il y a eu effectivement une malfaçon qui a été faite par l'entreprise et donc on a dû gérer cette situation. Vous savez que chez nous, l'apprentissage est un passage, en tout cas on estime, en tout cas au titre de l'artisanat, a été un passage très important pour nos jeunes et surtout pour nos entreprises, puisque une grande partie de ces jeunes vont aller dans les entreprises de La Réunion. Mais avant tout, nous avons un rôle important, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Et donc, lorsque ce centre a dû fermer pour cette problématique que je viens de citer, nous avons été obligés de trouver une solution alternative pour que ces jeunes puissent continuer à faire la formation, mais dans des conditions, bien entendu, optimum. Et donc, aujourd'hui, la solution a été trouvée, puisque nous avons voulu, à un moment donné, essayer de consolider le bâtiment, mais ce n'était pas possible.
Puisque vous savez que pour faire un tel centre, il faut plusieurs années de travaux. Et donc, nous avons voulu trouver une solution rapide. Donc, la solution aujourd'hui, c'est l'externalisation effectivement des formations, puisque vous avez cité tout à l'heure, ce sera fait dans le centre Renault à Saint-Pierre. Vous savez aussi qu'il faut, bien entendu, avoir, je dirais, l'endroit pour faire, mais il faut avoir aussi le matériel à l'intérieur. Donc, il va falloir quelques temps pour mettre en place le matériel pédagogique pour que les jeunes puissent travailler dans les meilleures conditions. Mais je vous assure que nous avons suivi ce dossier de très près et nous continuons à le suivre, bien entendu, puisque notre volonté à nous, c'est d'emmener ces jeunes dans les meilleures conditions à leur examen. La première étape est en fait aujourd'hui, puisque nous allons pouvoir, dans quelques semaines, ces jeunes vont pouvoir intégrer le centre de Renault à Saint-Pierre et commencer à travailler, je dirais, sur la partie technique, puisque sur toute la partie, je dirais, tertiaire, nous avons fait le nécessaire en tout cas. Et puis, je voudrais aussi vous rassurer sur la partie d'examen, puisque vous avez cité tout à l'heure, j'ai cru comprendre en tout cas que j'avais dit que c'était en fin d'année. Bon, j'ai jamais dit ça d'un premier temps, mais je vous rassure, on a une réunion, en tout cas, j'ai une réunion de travail cet après-midi avec le recteur, justement pour préparer justement l'organisation des examens pour ces jeunes qui sont concernés. Donc, vous dire que nous sommes vraiment vigilants sur ce dossier et que notre rôle à nous, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est de ramener nos jeunes dans les meilleures conditions à l'examen. Je vous rappelle juste un chiffre, plus de 80% de nos jeunes réussissent leur examen. Dans certaines sections, c'est 100% des jeunes qui réussissent, particulièrement dans les BTS. Donc ça veut dire que nous travaillons régulièrement là-dessus et lorsque nous rencontrons un problème, nous essayons de le régler, mais avant tout, la sécurité de nos jeunes, mais pas que nos jeunes, puisque vous savez que sur ces sites, il y a aussi les professeurs qui sont là, nos personnels, les visiteurs et tout. Donc notre volonté, bien entendu, c'est que la formation se passe bien, mais en toute sécurité. Très bien, merci M. Picardo. Je vous propose de prendre les dernières interventions concernant les orientations budgétaires. M. Thierry Robert qui a demandé la parole. Mme Fabienne Coipel-Soré, Mme Ménard. Monsieur le Président, merci de me redonner la parole. En fait, juste avant que vous répondiez à ma question de ce matin, de tout à l'heure, je voulais rajouter quelques compléments, entre autres après la lecture du rapport du Césaire. Enfin, tous les élus l'ont sur leur table ce matin, et donc j'ai pris un peu connaissance de ce qui est indiqué là-dedans. Mais juste avant, je voudrais reprendre ce que disait Monsieur Rivière tout à l'heure concernant les aides communes. Il disait lui-même, pour reprendre ses propos, que les contours n'étaient pas encore définis. Donc ça veut dire qu'il y a, les choses ne sont pas totalement bouclées, finalisées, on est au stade peut-être de réflexion, de proposition, et je le redis ici ce matin, ces orientations budgétaires, c'est vrai que quand on le lit, forcément, le Réunionnais qui lit ça, il saute au plafond, parce qu'il dit demain ça sera le paradis sur terre presque, mais au-delà de ça, il faut qu'aujourd'hui, il puisse y avoir véritablement ces évaluations. Et je prends les propres termes utilisés par le Césaire. Je vais vous citer quelques passages. La Commission s'interroge sur les potentialités existantes et exprime sa préoccupation quant aux arbitrages à opérer. La Commission invite donc la collectivité à apporter une attention toute particulière sur l'impérieuse nécessité de veiller à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Compte tenu d'une part des éléments exposés et d'autre part de nombreux projets affichés par la collectivité, la Commission donc s'interroge sur les marges de manœuvre pour concrétiser les objectifs ambitieux fixés pour la fin de mandature. Davantage de précisions sont nécessaires pour identifier les investissements annoncés qui seront réellement engagés dès 2016. À cet effet, la Commission souhaiterait disposer de plus de détails concernant la programmation à l'horizon 2021. Pour citer encore le Césaire, la Commission renouvelle sa demande d'être destinataire de la PPI-PPF actualisée et la trajectoire d'équilibre qui en découle, et en page 20 par exemple. Et pour finir, pour toutes les interventions en matière économique, la Commission insiste sur l'importance de leur suivi et l'évaluation, surtout concernant les aspects
qualitatif et relatif à la création d'emplois pérennes. On sait bien que l'emploi est quelque chose de totalement nécessaire. Je considère que le Césaire, ce sont des gens compétents, sérieux, qui font des remarques intéressantes. Donc, depuis ce matin, et j'espère que j'aurai une réponse, mais concrète, à ma demande de cette commission d'évaluation, Monsieur le Président. Et je pense que c'est une vraie proposition. Tout à l'heure, Monsieur Louis-Bertrand Grondin disait qu'il n'y avait pas de proposition. On était uniquement dans la critique. Moi, je vous dis, le document, les orientations, si on le lit comme ça, c'est nickel. Moi, ma proposition et la proposition concrète que je formule à la majorité ici ce matin, c'est cette commission d'évaluation qui, à mon sens, semble nécessaire. Alors, pas que pour moi, mais y compris pour le Césaire, qui est une instance, je crois, sérieuse et totalement compétente. Ça, c'était le premier élément. Une question que j'ai aussi à vous poser, autre question sur un autre sujet, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Monsieur Guézello, qui maintenant est absent, parlait des chauffe-eau solaires. Vos services ont eu une réunion avec le service habitat de la ville de Saint-Leu. Nous avons reçu un courrier hier, je crois, nous disant qu'à compter de maintenant, concernant les chauffe-eau solaires, la participation et la représentation de la mairie était refusée lorsque vous allez visiter les familles sur les communes de l'île pour l'attribution des chauffe-eau solaires. Est-ce que c'est véritable? Est-ce que véritablement vous avez demandé à vos services d'exclure le représentant communal lors des visites des familles sur chacune des communes de la Réunion? Et enfin, mon intervention fait suite à ce que disait Monsieur Fournel tout à l'heure. Monsieur Fournel disait, je ne vais pas prendre la défense de personne, mais disait défunt Alliance. Monsieur Fournel, faites attention qu'un jour on ne dit pas de défunt Fournel, parce que ça peut aussi arriver. Deuxièmement, vous voulez parler de carrière. Moi, vous savez, je vous propose un lieu pour faire une carrière, moi. C'est juste à côté de Cazes. Après, nous discutons et on verra si vous êtes d'accord ou pas. Et troisièmement, quand vous dites que nous allons aborder régulièrement jusqu'à la fin de cette mandature le sujet de la NRL. Moi, je suis comme vous, je suis convaincu qu'on va en parler. Mais je pense que ça ne sera peut-être pas avec vous, avec votre collègue, parce que vous serez amené peut-être à répondre à d'autres questions, à d'autres personnes ailleurs. Merci. Très bien. Alors, je ne sais plus. Pas de problème. Alors, Madame Coipel qui a demandé la parole. Madame Coppel, Madame Bénard, Monsieur Valli, Monsieur Cadet, Monsieur Virapoulet, Madame Nassima, on va y arriver. On va peut-être boucler. Madame Coppel, je vous en prie. Madame Coppel, tourne. Ah, ça va venir. Il y a encore un micro. Monsieur Robert, est-ce que vous pourriez éteindre votre... Fermez votre micro. Merci. Je vous remercie infiniment. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole, même si les débats ont déjà été très lourds. Pas dire qu'ils ont été très riches, mais au moins ils ont été prolixes. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible. C'est vrai que nous assistons à chaque assemblée plénière à une théâtralisation des interventions, surtout dans le rang de l'opposition d'ailleurs. Cela nous fait perdre quand même un temps considérable. Mais bon, c'est l'exercice de la démocratie qui le veut et il est normal que chacun puisse s'exprimer. En revanche, il souhaiterait peut-être pour une meilleure participation au débat dans l'avenir qu'on ne dise pas tout, n'importe quoi et un certain nombre de mensonges, parce que c'est vrai que ça nous oblige, nous, les élus de la majorité, à répondre, à justifier, à éclairer, à éclaircir aussi, alors que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a comme un document qui est là, qui est très visible, qui est complet et qui vous apporte déjà un certain nombre de réponses. J'ai envie de vous dire, alors je vais canaliser ma réponse essentiellement sur le transport et les déplacements, puisqu'on a dit tout à l'heure que le SRIT n'existait pas, que l'État n'avait même pas voulu accepter ce document. Alors moi j'ai envie de vous dire, quand on est à ce niveau de responsabilité, là, dans l'hémicycle, à la région, le moins que l'on puisse faire, c'est de se renseigner, d'étudier ces dossiers, 2, de les analyser et 3, d'éviter de mentir. Parce que dire aujourd'hui que le SRIT n'existe pas,
C'est effrayant. Effrayant parce que ce document stratégique, ce document qui est aujourd'hui un document de référence dans la mise en œuvre des politiques de transport et de déplacement, il a été présenté en assemblée plénière en 2014 avec bien sûr les remarques de la plupart des AOT et bien sûr les remarques de l'État. En revanche, vous avez voulu, et je pense que vous faites une confusion, chère Karine, vous avez fait une confusion entre le SRIT et l'évaluation environnementale du SRIT. Alors vous ne cessez, monsieur le député maire, de parler d'évaluation, de la nécessité de mettre en place des outils d'évaluation. Eh bien, ce que nous mettons en place aujourd'hui, c'est justement l'évaluation environnementale du schéma régional des infrastructures et de transport. Et quand l'État nous dit, finalement, je ne prendrai pas position parce que cette évaluation environnementale, elle n'était pas nécessaire, la loi ne l'imposait pas. En revanche, Bruxelles le recommandait fortement. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, depuis plus d'1 an, cette évaluation environnementale avec l'ensemble de nos partenaires que nous respectons profondément. Et c'est cette évaluation qui va être d'ailleurs présentée dans quelques jours en commission permanente. Vous parlez d'évaluation, bien sûr qu'elle est nécessaire, bien sûr qu'elle est utile, parce que nous sommes dans une logique de transparence. Croyez-vous que nous serions aujourd'hui autorité de gestion des fonds européens si nous n'étions pas dans cette logique d'évaluation, si nous n'avions pas mis en place des outils d'évaluation? Je crois qu'il faut être raisonnable. On ne gère pas un budget aussi important, on ne requiert pas la confiance de Bruxelles si effectivement on n'a pas mis en place des comptabilités analytiques, des procédures d'évaluation, des outils d'évaluation. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons à faire. Et je vous donne un exemple précis avec l'évaluation justement environnementale du schéma régional des infrastructures et des transports. Mes collègues ont parfaitement bien répondu sur l'ensemble des sujets qui ont fait l'objet de vos critiques. Franchement, la plupart du temps, ces critiques étaient infondées. Mais elle notait, en tous les cas, une méconnaissance des dossiers. Il y a un mépris aussi des Réunionnais et de la majorité que nous sommes. Les élections sont terminées. Aujourd'hui, les Réunionnais veulent de l'action. Ils veulent du respect. Ils veulent de la conscience professionnelle. Ils ne veulent pas de la gesticulation. Ils ne veulent pas de la théâtraliser à chaque fois qu'il y a des interventions. Ça nous fait perdre du temps. Ça nous fait perdre de l'énergie. Nous sommes plus intelligents que ça. Et j'espère, effectivement, que vos interventions présentes à venir ne vont pas nous faire regretter Camille Sudre, dont on garde tous d'ailleurs quand même un très bon souvenir parce que de temps en temps, il nous faisait beaucoup rire. Je ne suis pas sûre, après avoir entendu les menaces que vous venez de faire, monsieur le député maire, à l'encontre de mon collègue, je ne suis pas sûre qu'on soit sur le même niveau. Alors j'espère que pour l'avenir, nous allons effectivement avoir des débats apaisés, des débats constructifs dans l'intérêt de la Réunion et des Réunionnais. Merci. Très bien. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Fabienne Coppel. Est-ce que je peux avoir l'intervention de Madame Bénard, Monsieur Valli, Monsieur Cadet, s'il vous plaît, Madame. Très bien. Madame Bénard, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Je tenais juste à intervenir et je ne serai pas très longue sur l'intervention de nos deux collègues sur l'illettrisme et sur un sujet qui revient aujourd'hui. Effectivement, comme vous l'avez dit, la délégation illettrisme a été transférée de l'État à la région le 1er janvier 2015. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2016. Or, la majorité, l'ancienne majorité que nous sommes aujourd'hui, dans laquelle nous sommes dans la continuité, dès 2010, s'est engagée dans l'illettrisme de manière volontaire. Effectivement, parce que pour nous, comme pour vous, semble-t-il, l'illettrisme, on ne peut pas laisser les gens en situation d'illettrisme, on ne peut pas parler de développement économique de la Réunion si on ne parle pas de tous ces publics qui sont aujourd'hui en souffrance avec le lire, écrire, compter, mais pas que. C'est bien pour ça que la collectivité aujourd'hui et cette majorité s'est engagée dans l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas que la continuité. L'égalité des chances, c'est aussi l'égalité des chances sur notre territoire. Et ça a bien été dit dans le cadre de l'avis de la commission à laquelle nous participons, toutes les deux et toutes les trois avec Rose qui est partie aujourd'hui. Nous avons évalué les dispositifs illettrisme, contrairement à ce qui a pu être dit. Nous avons commencé par évaluer les formations illettrisme qui ont été dispensées depuis 2010
l'électrice bien avant nous. Ça a été fait par un cabinet auditeur extérieur, par un universitaire spécialiste de la question qui aujourd'hui ne donne pas lieu à débat, et ça a été fait en collaboration avec le Césaire et le CCE pour bénéficier de l'intégralité des remarques de ces professionnels, de ces gens qui sont aujourd'hui impliqués dans cette démarche. Alors les cases à lire, elles sont là, effectivement, il y en a 42 aujourd'hui sur le territoire, une à minima par commune, ce qui permet à des personnes en situation d'illettrisme qu'on ne touchait pas jusqu'à maintenant de venir à côté de chez eux, de participer à ces actions et d'évoluer dans ces cas dans le lire, écrire, compter. Nous avons formé les animateurs cases à lire. La région Réunion a fait 2 plans de formation consécutifs des animateurs parce que le but était effectivement de les professionnaliser, de les accompagner vers un peu plus de professionnalisme et un peu plus de bienveillance sur la prise en charge de ces personnes. Et nous avons aussi également mis en place un diplôme universitaire illettrisme avec un observatoire de l'illettrisme à l'université. Donc tout a été fait, l'évaluation est là aujourd'hui. Chaque personne rentrant dans le dispositif illettrisme bénéficie d'un livret de suivi. Un livret de suivi qui lui permettra de savoir où il en était à son entrée, où il en est dans le milieu de son parcours et il en sera à la sortie de son parcours. Et aujourd'hui, sur 2016, on compte aller plus loin puisque nous comptons répondre à la loi du 5 mars 2014 de la formation professionnelle et permettre à toutes les personnes entrant dans le dispositif Casalire sur le biais du volontariat de passer par Cléa et donc du coup d'avoir aujourd'hui une attestation de compétence qui sera opposable à n'importe lequel d'entre nous, à Pôle emploi, à un employeur, à une collectivité et lui permettra du coup de vraiment travailler que sur les compétences qu'il n'aurait plus acquis ou pas encore acquis. Donc on est vraiment là dans une culture de l'évaluation sur la démarche illettrisme parce que c'était la nôtre. Tous les rapports dont je vous parle sont à votre disposition, on peut vous les faire présenter sans aucun problème. De toute façon, ils ont été publics. Ils ont même été présentés aux élus de l'opposition qui, à l'époque, n'ont pas daigné venir. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je récapitule. Monsieur Valli, Monsieur Cadet, Monsieur Virapoulet, Madame Nassima, comme annoncé, Madame Nebeneza qui a insisté, et Madame Bello. Et nous en aurons terminé. Un profil. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Donc je serai très bref, juste pour répondre à Madame Gobalou qui s'est inquiétée sur la 5e micro-région et je vous remercie et je vous rassure qu'aux pages 171, 172 et 173, il y a toute la déclinaison de la politique de la collectivité en faveur des Hauts de la Réunion. Donc juste aussi pour faire un petit rappel que c'est vrai, effectivement, ça représente 80% de notre territoire, 20% de la population, et que l'objectif de cette 5e micro-région, ça concerne aussi les domaines suivants, toute la partie économique, le tourisme, l'agriculture, les NTIC, l'artisanat, toutes les activités culturelles. Et bien sûr, ça va se faire en collaboration avec le département, puisque le département, l'État et la région, en date du 23 février 2015, a validé le principe justement de cette micro-région. Voilà, donc je voulais apporter et vous rassurer, Madame Gobalou, et que nous y travaillons et que bien sûr avec une forte représentation des élus des Hauts de la Réunion, c'est une chance extraordinaire pour nous. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Cadet, rapidement. Je vais être très bref aussi. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je vais essayer de répondre très rapidement. Enfin, ça vient un peu après l'intervention de Monsieur Guezlo, mais d'abord, mon propos aujourd'hui n'était pas de critiquer quoi que ce soit, parce que j'ai dit en préambule que c'était en fonction des objectifs que votre mandature avait fixés de 50% d'énergie renouvelable en 2020, 100% en 2030. Et pour y arriver, évidemment, je suis le premier... je serai le premier à défendre toutes les actions pour y arriver, ça, croyez-le bien. Donc c'est pas du tout pour critiquer votre action, pas du tout. C'est juste pour dire, attention, si nous voulons y arriver, il y a un élément qui est important, et je le dis en commission, de la même manière que je peux le dire ici, il y a un élément, c'est que si nous ne contrôlons pas la production d'énergie, d'électricité, si la Réunion, le Conseil régional n'a pas cette capacité,
nous ne pourrons pas arriver à cet objectif. Et aujourd'hui, et dans le rapport des commissions, je vois une phrase, et vous l'aviez aussi souligné lors de la commission, M. Guezlo. La commission relève le déficit énergétique du sud de l'île qui freine l'installation d'entreprises, alors que le projet STEP Marine, piloté par EDF, aurait pu apporter une solution, et ce n'est pas dans le texte, mais vous avez souligné lors de la commission que EDF vous a annoncé ou a annoncé qu'elle abandonnait le projet de STEP. Et effectivement, pour pouvoir comprendre, je ne vais pas être très technique, mais pour comprendre, il y a les énergies renouvelables alternatives, le solaire, le vent, etc. Et ça, nous sommes limités à 30%. Je pense que ça va arriver à 35% en 2018. Mais si nous voulons arriver à 100% ou 50% d'énergie renouvelable, il faut trouver une source d'énergie non alternative. Et une des possibilités, deux possibilités, c'est la création de STEP. Donc, c'est, en fait, pour résumer, des pompages turbinages. On prend de l'eau en bas, on le fait monter et on produit l'électricité. EDF nous annonce dans le premier projet qu'il va l'abandonner. On peut se questionner. Vous aussi, vous pourriez vous questionner. Et deuxièmement, la deuxième possibilité, c'est effectivement la production de photovoltaïque en autoconsommation. Je l'ai un petit peu détaillé. Ça veut dire que ça ne passe pas par EDF. Mais ça, ce n'est que la région. Si la région ne se décide pas à travailler sur ces deux projets, moi, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais nous n'y arriverons pas. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Virapoulet. Monsieur le Président, très rapidement, vu l'heure tardive, je voudrais faire deux petites considérations amicales à l'opposition, en tout cas pas toute l'opposition, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions constructives, mais il y a aussi eu des attaques, à mon avis, excessives, et puis déplacées, souvent hors sujet. La campagne électorale est terminée. Laissez le logiciel de la campagne au placard. Allons construire ensemble. La Réunion en a besoin. On a besoin de votre compétence aussi. On ne détient pas la vérité. On n'a pas la science infuse en nous. Si le président et sa majorité souhaitent faire un nouveau modèle de développement économique, c'est parce que la Réunion en a besoin. Vous avez vos idées sur ce modèle. Nous avons nos idées. Et la mission que m'a confiée le président avec tous les collègues de la majorité, parce que ce n'est pas mon modèle, c'est le modèle de tout le monde, c'est d'entendre, et on l'a fait, Louis-Bertrand Grontin et moi dernièrement sur le numérique, sur la formation, on entend régulièrement les investisseurs, les entreprises, les acteurs économiques, les acteurs du monde social, et on voit avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour cette île. Pourquoi il faut changer de modèle? Mais tout simplement parce que ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Ce sont les grands dirigeants du monde et de l'Europe. Nous passons d'une économie protégée à une économie exposée. Et si nous ne conjuguons pas différemment nos facteurs de production, ce qu'on appelle nos facteurs de compétitivité, la Réunion ne sera pas attractive. Et vous savez que ceux qui possèdent des techniques de production, que ceux qui détiennent les capitaux, ne viennent pas par plaisir investir dans l'île. Et l'exemple, mon cher collègue, que vous venez de citer pour l'arrêt du SWAC, en est un, c'est que ou c'est rentable, ou il se retire. Alors moi, je fais appel aux 45 membres de l'Assemblée régionale. La volonté du président, en reprenant les 7 piliers de l'engagement qui a été souscrit avec la majorité des Réunionnais et des Réunionnaises, ce n'est pas une marque de défiance à l'égard de l'opposition ou d'une partie des Réunionnais. C'est une marque de respect par rapport à la parole donnée. Lorsque vous voyez que les 7 piliers de la profession de foi sont reproduits intégralement dans les orientations budgétaires, nous devrions tous approuver cette démarche qui donne un sens à la politique. Ce qu'on a dit pendant la campagne, on le transcrit en engagement. Et tous les collègues sont invités à réaliser ces engagements. Bien sûr qu'ils ne sont pas parfaits. Bien sûr que l'ouvrage sera inachevé. Bien sûr que la conjoncture mondiale va nous mettre les bâtons dans les roues. Bien sûr que la fluctuation des monnaies, le changement des frontières, ce qui se passe au Moyen-Orient va influencer la vie de chaque Réunionnaise comme de chaque Français ou de chaque personne se situant sur la planète. Néanmoins, on ne baisse pas les bras. Néanmoins, on ne baisse pas les bras et on attaque avec cohérence, avec détermination
avec courage, tous ensemble, ce nouveau modèle de réunionnais de développement humain et économique. Humain, les collègues chargés de ces délégations l'ont exprimé, que ce soit David Lorion, Louis-Bertrand Waro, Madame Bénard et ceux chargés de la culture, Aline Murin-Waro et Faouzia Vitry. Nous voulons faire d'abord du développement humain. Et le passeport de la réussite n'est pas un rougail tomate que l'on mélange à toutes les sauces. C'est véritablement un changement de culture. Nous voulons passer un contrat de confiance avec les parents, avec les enfants, avec le monde de l'éducation, le monde de l'université, le monde du numérique, le monde de la connaissance, on va dire, pour que chaque jeune ne soit pas condamné de rentrer dans une formation en fonction de la bourse qu'on lui octroie, mais qui choisisse son parcours professionnel en fonction de son talent, de son goût, comme il dit en créole, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il va amener ici un débouché dans la vie. Et quand on cause avec les jeunes, je te dis, oh monsieur, laisse-moi faire ça, m'y aime ça. Ben, le passeport de la réussite va répondre à ce souhait que vit chaque jeune réunionnaise et réunionnais, et c'est une révolution. Et ceux qui nous font un procès d'intention aujourd'hui en disant « c'est pas vrai, ça ne se fera pas », je cite mon expérience sous le contrôle de ma collègue Nassima Dindar. Nous étions ensemble au Conseil général en 98, lorsque nous avons taxé le paquet de cigarettes et qu'on avait dit un jeune pauvre doit rentrer dans les grandes écoles françaises au même titre qu'un jeune riche. On a mis la bourse aux grandes écoles et aujourd'hui, les enfants pauvres réunionnais ou classe moyenne rentrent dans les grandes écoles. Ils sont plus de 800, 900 diplômés dans les grandes écoles. Ce que nous avons réussi au top niveau, nous voulons le réussir de manière généralisée pour l'ensemble de notre jeunesse et on a besoin de tout le monde pour réussir cette opération. Toute polémique va affaiblir cet axe fondamental de la solidarité entre nous. Lorsque la solidarité est en jeu, l'avenir des jeunes est en jeu, l'avenir de la société est en jeu, moi je pense que le temps de la polémique est un temps dépassé. Le deuxième volet, c'est comment faire un modèle. Sur quoi il repose, le développement humain? Mais sur l'attractivité. Votre exemple est clair, l'attractivité. Et là, c'est l'œuvre la plus difficile à accomplir. L'attractivité, son premier volet, c'est bien choisir les secteurs stratégiques qui sont indiqués dans le rapport. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais ce qui est indiqué dans le rapport n'est pas exhaustif non plus. Nous allons démarcher la cosmétique vallée de Chartres pour l'eau profonde des mers. Supposez que ça les attire, compte tenu des propriétés de cette eau. Nous montons un laboratoire de chimie fine, ça fait partie du schéma de valorisation de la mer. L'attractivité, c'est une conjugaison harmonieuse, astucieuse, d'un objectif économique et des facteurs qui conditionnent à sa compétitivité. Je ne sais pas si on été clair. Si vous grimpez Piton des Neiges, vous ne mettez pas 30 kilos sur le dos, vous commencez par allège à eau, vous commencez par équipe à eau, et vous commencez par avoir un bon guide, parce que si vous faites un quart du parcours, vous perdez dans la nature, vous n'arriverez jamais. C'est ça l'attractivité, et c'est ça qu'on est en train. C'est pour ça qu'on est en train de chercher le chemin. C'est pour ça qu'on fait appel à toutes les compétences dans la salle. C'est pour ça qu'on écoute les entreprises. Le deuxième moteur de ce développement, c'est la respiration législative. Je vais rapidement. Nous ne sommes pas plus grands constitutionnalistes que n'importe qui, mais à chaque fois que nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel contre l'Assemblée unique en 82 ou contre la BIDEP, on a toujours gagné. Aujourd'hui, cette expérience issue du professeur Favoreux, de mon frère, de pas mal de grands juristes, de M. Richard Guévontian, de M. Chagnolo, cette expérience constitutionnelle, nous voulons la mettre au service de l'ensemble de la Réunion, tous ensemble. Comment? Il y a l'article 73, paragraphe 1, qui dit que l'adaptation peut se faire dans les DOM en fonction de la nécessité liée à notre contexte. Il y a bien sûr l'article 72 alinéa 4 que le président a cité tout à l'heure, et plus simplement, il y a l'article 37.1 de la Constitution qui dit que la loi prévoit l'expérimentation. Quand on combine ces trois-là
Et mes chers collègues, faites-nous l'amitié de lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'article 349 du traité de Lisbonne qui a été consacré par un jugement du 15 décembre 2015 où la Cour européenne, et ma collègue Kiabidi l'a dit tout à l'heure dans la motion Cannes, la Cour européenne a dit au Parlement et à la Commission, foutez la paix au RUP en français. Ils ne connaissent pas malheureusement le créole, mais ils auraient pu dire, arrête ennui azote, zone n'a droit, au nom de cet article 349, à des adaptations, non seulement par rapport au traité, mais aussi par rapport au règlement voté au Parlement. Et aussi, mais le rapport d'Oliger n'a pas force de droit. Le rapport d'Oliger, c'est un rapport du Sénat. Mon collègue Éric Doliger est un ami. Il a fait un rapport, mais vous pouvez le citer, mon cher collègue, mais ça n'a pas force de droit. Alors qu'un jugement du Parlement a force de droit. Nous avons donc là les trois leviers. Notre connaissance du terrain, nos atouts que nous voulons valoriser, les outils législatifs, constitutionnels et du traité de Lisbonne aujourd'hui en main. Et avec votre compétence, nous souhaitons tisser ce modèle. D'ailleurs, joignons le geste à la parole. Le président vous présentera, et on en a parlé, c'est pour ça que je peux le dire, à la prochaine séance, 2 délibérations. Une consacrant le principe de l'expérimentation dans un domaine que nous préciserons dans le rapport et sur le fond et sur la forme, et l'autre demandant, et ça c'est une question de cohérence, et c'est une question de rupture d'égalité dans la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. À l'article 10, la loi précise qu'il n'y aura pas dans les régions de France, il y aura dans les régions de France le SCOT et le PLU, et le STRADET, qui n'est pas prescriptif. Pourquoi on maintient le SAR dans les DOM? C'est une hérésie. Constitutionnellement, et je vais à Aix voir nos amis de la fac de droit Aix qui m'ont toujours conseillé depuis 1980, je vais les voir. Pour moi, il y a une rupture d'égalité. On peut poser une QPC. On fera une délibération dans ce sens en demandant par un amendement au gouvernement. Et là aussi, on fait appel à tous les parlementaires. L'intérêt de la Réunion, c'est l'intérêt de tous. Le temps de la campagne électorale est un temps de polémique, de débat, d'animation. J'aime le temps de la campagne électorale, j'en ai fait au moins 60. Mais le temps du travail, le temps de la réussite pour la Réunion appelle à se surpasser. J'allais dire à surpasser ses ambitions personnelles et à mettre ses convictions au service de l'intérêt général. Si nous le faisons tous, nous réussirons le modèle réunionnais de développement. Et que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, quand on marchera dans la rue, les gens nous diront telle ou telle réforme que vous avez faite répond à ce qu'on attendait de vous. Et c'est peut-être une autre image que nous donnerons de la politique. Merci. Merci beaucoup, M. Madame Nada. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Avant qu'on ne passe au dernier rapport sur la mise en place donc, de cette création de la conférence territoriale des politiques publiques que la région et le département nous voulons mettre en place avec vous tous et qui pourrait aussi intégrer les communautés de communes demain sur des conférences de financeurs, voire même des communes. Pourquoi mettons-nous en place cette conférence? Et je voudrais répondre à notre collègue Joël Bédier qui s'interroge. Il a bien raison, la loi MAPTAM de janvier 2014 affirme pour la métropole la création des métropoles qui n'existent pas ici à La Réunion et instaure la conférence territoriale. Avant même que ce mandat arrive aujourd'hui à son nouveau terme. Cette conférence territoriale pouvait être mise en place et saisie par le préfet à l'époque. La loi NOTRe après a réaffirmé la gouvernance de cette conférence territoriale par le président de région et donc aujourd'hui la CTAP, donc la conférence territoriale de l'action publique ou la CTTP, la conférence territoriale des politiques publiques, devient donc l'espace de coordination et de cohérence.
Voilà le quoi, c'est quoi cette conférence territoriale que nous mettons en place, la région, le département. Et c'est vrai que c'est un gros intitulé, mais pourquoi on le fait? C'est pas le quoi, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi nous, les élus de la Réunion, nous voulons mettre en place cette conférence territoriale. La loi NOTRe, mon collègue Jean-Paul Virapollet vient de le dire, nous le permet. Et la loi permet également, avec l'État et les autres partenaires, de mettre à côté de ces conférences territoriales la conférence des financeurs. Et le préfet de la Réunion a déjà saisi avec les partenaires une conférence des financeurs, mais toutes les régions de France maintenant l'ont fait. Nous étions dans l'expérimentation. Aujourd'hui, la loi a ouvert la conférence des financeurs sur l'autonomie à l'ensemble des régions françaises. La loi NOTRe l'a ouvert et donc il y a aujourd'hui la mise en place d'une conférence des financeurs sur la problématique de l'autonomie pour les personnes âgées à La Réunion. Le pourquoi, c'est un outil, ça n'est qu'un outil, mes chers collègues. Nous le faisons, et je le répète, au nom de la nouvelle responsabilité réunionnaise. Parce que c'est vrai, Madame Bello, tout n'est pas formidable à La Réunion. Nous le savons mieux que quiconque. Quand vous êtes dans un conseil général, aujourd'hui conseil départemental, et que vous gérez l'action sociale, vous savez que tout ne va pas bien. Vous savez également que nous avons tous besoin, communes, intercommunalités, départements, de tous les partenaires. Nous aussi, nous avons eu besoin de la région. Nous avons besoin de mettre en place le triptyque et les leviers nécessaires pour un modèle de développement qui va allier du développement humain à l'environnemental jusqu'à l'économie. Et si nous sommes ici présents, en tous les cas, je le dis de manière très ferme, je suis présente et j'ai été sur cette liste pour que justement nous puissions avancer de manière très concrète sur des sujets dont je connais les limites quand nous les gérons simplement au niveau d'une seule collectivité. Je vais juste vous donner quelques exemples, si Monsieur le Président, vous me le permettez. Sur la jeunesse, et le préfet de la Réunion que j'ai rencontré est d'accord pour que région, département, État, nous puissions mettre en place une conférence des financeurs également sur la jeunesse. Il est également d'accord pour que nous le mettions très rapidement en place dans le domaine, sur le tourisme, le domaine touristique. Et sur la jeunesse, il veut bien insister sur l'éducation. Mon collègue David Lorion vous a brossé, et j'ai moi-même bien écouté et appris beaucoup de choses, au fond, toute la gestion qui nous est donnée au niveau des collectivités territoriales sur le patrimoine avec la construction pour nous des collèges, pour les communes des écoles primaires, pour la région des lycées. Mais on n'est pas élus, nous ne sommes pas des vrais politiques si nous nous intéressons que des éléments de la construction ou de l'entretien du patrimoine. Parce que l'éducation aujourd'hui englobe différentes données. Il faut construire, il faut aménager, il faut penser. Et moi, je souhaite, je le dis, sur l'éducation. Je voudrais qu'effectivement nous puissions aller au-delà et que dans le projet, pas encore arrêté des aides aux communes, Monsieur le Président. Moi, je propose véritablement que nous travaillons ensemble sur la numérisation des classes primaires. Les communes n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour mettre en place des outils informatiques. Or, l'égalité des chances commence dès le plus jeune âge. Et je le dis, la loi sur l'école, les deux lois, ne font pas du bien ni aux collégiens, ni même à ceux qui sont dans nos écoles primaires. Et même la réforme des rythmes scolaires, je vous jure que ça a posé bien plus de problèmes à l'éducation, à nos enfants, aux enseignants, plutôt que ça n'ait apporté des réponses. Ça, je suis certaine de ce que je vous dis. De la même façon, quand nous disons que nous voulons accompagner la jeunesse, nous voulons intervenir, mais pas seulement pour les plus avancés, vous l'aurez compris, les aides aux étudiants.
nous apportons quasiment 18 millions d'euros. La région Réunion met de l'argent pour tout ce qui est le 3e cycle. Il y a énormément de moyens. Nous avons le devoir de coordonner et nous travaillons déjà avec Yolène Cos sur la mise en place très rapidement de la maison de l'étudiant pour n'avoir qu'une seule porte d'entrée pour tous les étudiants de la Réunion. Nous le ferons avec les CROUS, nous le ferons sur toutes les aides, les dispositifs qui sont liés aux bourses départementales, les dispositifs qui sont liés aux frais de scolarité élevés. Il faut quand même savoir que c'est le Conseil général aujourd'hui de la Réunion qui paye tous les frais de scolarité pour ceux qui sont inscrits dans les grandes écoles, mais même sur des filières réunionnaises où la Chambre de commerce ou les chambres des métiers mettent en place. Et je veux aussi rappeler, pour parler de la cohérence, les élus, nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre en place de la cohérence. Cette cohérence n'existe pas sur les 2500 km² de la Réunion et n'existe pas totalement avec l'ensemble des partenaires qui travaillent sur des mêmes sujets. Et je vous le dis, ce n'est pas un machin supplémentaire, ça n'est pas un machin supplémentaire. Le pourquoi, c'est vraiment pour mutualiser, pour collaborer et pour contractualiser avec l'ensemble des partenaires, pas seulement les partenaires institutionnels, mais aussi parfois dans le domaine du sport et de la culture par exemple, avec les ligues, avec les comités que la région Réunion subventionne et que le département de la Réunion subventionne également de manière annuelle. À nous de contractualiser avec ces ligues pour dire qu'est-ce que les ligues vont mettre dans les Hauts de l'île par exemple, où la pratique du sport n'est pas totalement démocratisée dans les petites communes rurales. Qu'est-ce que nous allons mettre en place comme convention avec les ligues qui au contraire ont dans les milieux urbains du vrai développement et où les athlètes de haut niveau ont déjà gagné en série. Contractualisation, et je le dis, ça c'est très rapide, je vous ai parlé de la maison, la maison de l'étudiant. Mais nous voulons aussi aller de-là, puisque vous avez interpellé le président beaucoup sur la formation professionnelle et sur les parcours de Bac+2. Oui, vous avez raison, bien sûr, nous le savons tous à La Réunion, que les Bac+2 s'inscrivent en première année parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment de filières. Et nous-mêmes, au CNARM, nous avons accompagné depuis 2 ans 450 Réunionnais qui vont passer leur contrat de professionnalisation en métropole de manière volontaire. Pourquoi? Parce que nous les accompagnons financièrement pour permettre d'avoir un plus, puisque quand vous allez avec 800 € par exemple en métropole, vous ne pouvez pas louer un logement et vous ne pouvez pas faire vos études. Ce sont 450 Réunionnais qui sont partis en 2015 et nous voulons pousser l'accompagnement avec la mobilité encore plus loin en travaillant sur ces contractualisations. Je le dis, nous visons l'excellence, mais nous visons également pour les plus en difficulté la réussite à chaque fois que nous pourrons le faire, en passant par la formation, en passant par les contrats d'apprentissage, en passant par les leviers de la mobilité, et c'est pour cela que nous travaillons, et en passant aussi sur le levier de l'insertion. 2 mots sur le levier de l'insertion. 100 millions d'euros sont mis chaque année dans le budget du département pour accompagner l'insertion de ceux qui n'ont pas la chance de réussir leurs études. 100 millions d'euros. Combien la région Réunion met sur la formation professionnelle? Beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, sur les aides à l'économie sociale et solidaire ou sur l'auto-entrepreneuriat, demandez à un jeune réunionnais s'il connaît tous les dispositifs. Il vous répondra que non. Parce que entre ce que l'État met en place, entre les aides que nous apportons via les missions locales pour les moins de 25 ans, on lui dit, on cible les publics, va voir la mission locale, les régions, la région Réunion met de l'argent pour accompagner les missions locales, Madame Huguette Bello en a parlé, eh bien il a la porte de la mission locale, il a la porte de Pôle emploi, il a la porte de la région, il a la porte du conseil départemental, parfois il vient avec à la porte des centres d'action communaux et sociaux. Eh bien nous mettons en place les leviers pour avoir une seule porte d'entrée, pour que nous puissions pas seulement mettre en place des dispositifs, mais accompagner le projet de l'étudiant comme le projet de celui qui veut se mettre en insertion. C'est cela le passeport dont Jean-Paul Virapollet vient de vous dire, en donnant juste quelques exemples concrets. Préface ADN au Conseil général.
les aides à l'auto-entrepreneuriat et des aides à la première création d'entreprises via la région. Voilà le pourquoi pour le domaine que je viens de citer sur les étudiants, sur l'insertion. Mais je voudrais, si vous me permettez encore quelques minutes, dire, puisqu'on a beaucoup parlé des Hauts de l'île, nous gérons les espaces naturels sensibles, mais il y a le code forestier. Il y a, avec le code forestier et au-dessus des espaces naturels sensibles, le parc national. Nous avons les contraintes de l'ADEAL. Tout cela existe, mais moi je veux dire de manière très claire, la gestion de la terre, le lien à la terre à La Réunion, il est quand même très particulier. On a parlé du SAR qui n'existe pas, mais il n'y a que dans les DOM où il reste des résidus du colonialisme. Nous sommes encore à La Réunion et dans les DOM au statut départementaux domanial. Le statut départementaux domanial donne un droit d'usage inaliénable à l'État. Est-ce que d'un jour, on a parti à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut arrêter un coup, prendre à nous en dessous de tout? Ça n'existe que dans les départements d'outre-mer, le statut départementaux domanial. Ça n'existe pas en France métropolitaine. En France métropolitaine, le code forestier est géré et les communes peuvent être propriétaires et ils ont les taxes qui vont avec. Le département ou les régions peuvent être propriétaires des forêts et ils ont la jouissance pleine et entière de toutes les collectivités de métropole. Il n'y a que dans les DOM où ce droit inaliénable est donné à l'État et seulement à l'État. Alors oui, il y a encore des choses à faire. Il y a 100 millions d'euros qui sont inscrits dans les fonds européens sur les développements des Hauts de la Réunion. Et si nous, à la Réunion, nous ne mettons pas en place les leviers pour que la collectivité départementale qui gère l'agriculture, la région Réunion qui gère tout ce qui touche les aides à l'agronutrition, au développement des filières animales, mais également aux entreprises, et il y a des marges de manœuvre en lien avec les chambres consulaires, et je pense à la chambre des métiers pour l'insertion ou pour les métiers, mais à la chambre d'agriculture également, eh bien nous n'y arriverons pas. Alors oui, ça demande, mais ça m'a demandé à moi aussi, quand je me suis mise sur cette liste, un changement de culture et un changement de paradigme. Ça nous a tous demandé un changement, et ça nous demande, je m'adresse à vous les collègues, un changement de posture. Véritablement, il nous faut un changement de posture. Parce que c'est comme cela, en travaillant à la mise en place d'un projet commun de développement, que nous arriverons, communes, intercommunalités, départements, régions, à avancer pour le bien commun en pensant développement du territoire, en pensant les hauts comme les bas et en pensant aux populations et à la population réunionnaise. Je voudrais conclure en vous disant sincèrement, il y a la loi, M. Joël Bédier connaît bien, mais il y a et surtout l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi MAPTAM nous autorise à nous, collectivités, à continuer nos aides facultatives. Et heureusement, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, si je l'applique telle qu'elle, de manière rigoriste, eh ben, je n'aurai plus le droit de verser des bourses départementales qui n'existent que chez nous, aux étudiants réunionnais. Vous me voyez être élu, ou vous voyez Didier Robert, président de région, dire qu'il ne pourra plus verser des bourses aux étudiants réunionnais? Pourrait-on le supprimer? Pourrait-on supprimer cela? C'est impossible. Eh bien, nous avons le devoir de nous appuyer sur l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi s'appuie et insiste dans son préambule sur le principe de libre arbitre des collectivités territoriales gravé dans le marbre de la Constitution française et les socles législatifs existants, qui nous permet à nous, élus du peuple, élus de la République, de mettre en place les conditions nécessaires pour le bon développement du territoire et des aides nécessaires pour le bon épanouissement humain de chaque Réunionnais et de chaque Réunionnaise. Alors je terminerai en vous disant que je suis présente ici à la région. Je suis là, nous sommes tous présents ici, je remercie l'ensemble des collègues puisqu'il y a eu des interventions de grande qualité et je vous ai vu en commission préparer vos travaux, il y a de l'implication. Nous
sommes tous ici les conseillers régionaux au nom de la responsabilité réunionnaise et peut-être encore plus au nom d'une manière réunionnaise d'être français. C'est pour cela que je siège à vos côtés, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Nassima, Madame la Présidente.